Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 18 janvier 2025 avec comme titre principal, eh bien, on a encore Washington qui menace l'Ukraine de ne plus leur fournir d'armes si jamais ils ne baissaient pas la mobilisation des jeunes Ukrainiens à 18 ans. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois, mais décidément Washington réitère, insiste sur cette demande, et cette insistance vient du nouveau conseiller à la sécurité de Donald Trump, c'est-à-dire Mike Waltz, qui a insisté, donc reprenant la politique de Joe Biden auprès de Kiev pour qu'on abaisse l'âge à 18 ans. Et évidemment, la nouvelle administration Trump est à son image. Ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils laissent entendre, en termes plus ou moins voilés, qu'ils arrêteraient ou diminuerait drastiquement l'aide à l'Ukraine si jamais Zelensky n'appliquait pas cette nouvelle mobilisation de l'âge à 18 ans. Donc c'est problématique. D'autant plus que, bah, évidemment, remobiliser en mettant toujours plus de nouveaux hommes sur le front, alors c'est bien pour pallier à la quantité, mais le problème c'est que ça va pas donner des gens d'expérience. Ça va donner une bleusaille, des soldats totalement inexpérimentés, en plus très jeunes, donc vous voyez où je veux en venir. Hein, ça va pas être des Rambo, hein, bien évidemment. Donc en gros, la qualité de l'armée ukrainienne va en prendre un sérieux coup. Alors qu'en face, on a une armée russe qui est de plus en plus aguerrie et qui perd en réalité très peu de soldats, en réalité. Autre titre principal, grâce au journal d'investigation The Grey Zone, on apprend que le gouvernement britannique était très impliqué dans la possibilité de détruire le pont de Kerch, c'est-à-dire toutes les attaques qui ont été faites sur le pont de Kerch via des drones marins ou des Storm Shadow, eh bien, ça a été fait sous la supervision complète du gouvernement britannique. Et on apprend aussi, bien sûr, on va regarder ça ensemble, hein, bien entendu, on va regarder l'article ensemble, mais on apprend aussi que le gouvernement britannique a participé pour la création de cellules dormantes en Ukraine qui peuvent se réveiller à loisir, exactement comme les Américains avaient fait l'opération Gladio. Alors Gladio, c'était pour les opérations dormantes en Italie pour contrer les futures éventuelles attaques des soviétiques en Europe. Donc je rappelle que Gladio c'était pour l'Italie et que pour toute l'Europe, cette opération de cellules dormantes créée par Washington dans toute l'Europe s'appelait l'opération Stay Behind. Voilà, Gladio c'était pour l'Italie. Et donc on apprend que le gouvernement britannique a fait donc des cellules dormantes donc après 2014 justement dans le but de faire des embuscades, des attaques terroristes contre la future guerre avec la Russie. Donc tout avait été prévu. Donc on va regarder cet article de Grayzone. Alors on apprend aussi que bah, la démographie en Ukraine est absolument catastrophique. Les dernières estimations, c'est entre 25, voire même moins, mais bon, en général, c'est entre 25 et 35 millions d'habitants. 35 millions, c'est vraiment le chiffre le plus délirant, optimiste, mais la moyenne, ce serait plutôt 28 millions de ce qui resterait d'Ukrainiens en Ukraine, réellement. Bref, donc on va voir ça, mais aussi bien d'autres sujets, dont la dernière grosse attaque massive ukrainienne, qui a fait
une grosse attaque au 14 janvier. On va regarder ça, bien entendu, en article. Et bien entendu, suite à cette attaque massive ukrainienne, les Russes ont riposté et sur l'infrastructure énergétique, puisque là, pour ceux qui ne le savent pas, la moyenne des températures pour l'Ukraine dans son entièreté, la moyenne c'est environ moins 5 degrés au moment où je vous parle. Voilà. Et comme d'habitude, on va regarder bien d'autres informations diverses concernant le gaz, l'économie, en relation avec la Russie et l'Ukraine, bien sûr. Et ne manquez pas, en deuxième partie, la carte militaire, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain, les dernières nouvelles, donc à ne pas manquer. Voilà, commençons. On va commencer avec un article de Newsweek qui nous dit le projet d'un allié de Trump, donc c'est Mike Waltz en réalité, de recruter des adolescents, alors vous notez le terme, hein, il n'est pas utilisé par hasard, hein, des adolescents dans l'armée ukrainienne se heurtent à des obstacles. Donc là, on a plus de 6 millions d'Ukrainiens en âge de se joindre à l'armée ne se sont pas conformés à la législation introduite l'année dernière pour renforcer les effectifs en baisse des troupes combattant en Russie. Et oui, ces 6 millions d'Ukrainiens, voilà, ils ne se sont pas déclarés à la mobilisation tout simplement parce qu'ils ont fui. Alors, fui ou ils se sont terrés quelque part au pays, en Ukraine. Mais en tous les cas, effectivement, ils ne veulent pas aller se battre parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être de la chair à canon. Donc là, on a le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, a appelé Kiev à abaisser l'âge de la conscription de 25 à 18 ans pour renforcer ses forces épuisées. Donc vous notez que ce Mike Waltz, et attention, on parle de Mike Waltz, hein, c'est pas Donald Trump qui dit ça, c'est lui tout seul, veut faire la continuité de l'administration de Joe Biden. Joe Biden, c'est exactement ce qu'il a réclamé, quoi, l'administration pour être plus exact, à plusieurs reprises. Et là, vous voyez Mike Waltz, lui, républicain, eh bien, il est pour la continuité de l'administration de Joe Biden. Alors par contre, est-ce que Donald Trump est au diapason avec Mike Waltz sur ce sujet spécifique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à voir. Là, l'appel de Waltz à l'Ukraine pour abaisser l'âge de la conscription indique que Trump estime que l'augmentation du nombre de soldats ukrainiens combattant la Russie est essentielle à toute solution que le président élu pourrait trouver pour mettre fin à la guerre. Alors ça, c'est ce que dit Newsweek. Je ne suis pas sûr que ce que dit Waltz est exactement ce que pense Trump. Trump, il y a quelque temps, il disait moi j'arrête toute aide à l'Ukraine. Et J.D. Vance, le vice-président, le futur vice-président des États-Unis, a dit la même chose que Trump. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce que pense Trump, mais bon, qui peut savoir ce que pense l'imprévisible Donald Trump? Mais si des millions d'Ukrainiens ne mettent pas à jour leurs données, donc c'est les fameux 6 millions là, comme l'exige une loi signée par le président Zelensky, Kiev sera confronté à une bataille difficile, j'adore l'euphémisme, pour obtenir les numéros que les États-Unis pourraient exiger, c'est-à-dire les chiffres que les États-Unis pourraient exiger. Vous notez déjà que les États-Unis pourraient exiger. Le choix des mots est important. Hein, on sent bien que l'Ukraine n'a pas son mot à dire là-dedans. Ou à la marge, tout du moins, Zelensky doit obéir s'il veut toujours qu'il y ait un flux d'armes et de financement dans son pays. C'est pour ça que Trump, à un moment donné, récemment, a menacé si l'Ukraine, en gros, n'obéissait pas à ses demandes. Attention, pas celle-ci, hein, pas celle de Mike Waltz. Hein. C'est-à-dire, Trump, lui, c'était pas du tout sur ce sujet. C'était qu'en gros, il allait sévir si Zelensky s'entêtait à vouloir faire la guerre et non pas à vouloir faire des négociations avec Vladimir Poutine. Voilà, c'était sur ça très exactement.
Donc Trump, lui, il menace carrément d'arrêter de l'aide à l'Ukraine. Cela dit, Mike Waltz, lui, exige l'abaissement à 18 ans, la mobilisation, et bien entendu fera comme Trump, c'est-à-dire exigera lui aussi, parce qu'évidemment, il faut bien un bâton pour pousser Zelensky à prendre cette décision, et le bâton devra être énorme pour que Zelensky abaisse à 18 ans. Le bâton devra être colossal même, puisque je rappelle que Zelensky avait refusé déjà tout de go suite aux demandes répétées de Joe Biden. Il avait refusé. Alors maintenant, Mike Waltz, on verra s'il va refuser encore une fois. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, bien sûr que le bâton, c'est on arrête de financer l'Ukraine et d'armer l'Ukraine. Bien entendu. Donc là, on finit par un dernier mot de Mike Waltz lors d'une interview à ABC News. Regardez ce qu'il dit. Hein. Si les Ukrainiens ont demandé au monde entier de s'engager pleinement en faveur de la démocratie, nous avons besoin qu'ils s'engagent pleinement en faveur de la démocratie. Vous voyez un petit peu les termes ridicules employés par Mike Waltz. En gros, si vous n'abaissez pas l'âge à 18 ans, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé pour continuer la guerre, hein, et que vous n'êtes pas vraiment en faveur de la démocratie. Vous vous rendez compte un peu du ridicule qui malheureusement montre que l'état d'esprit de Mike Waltz est quelque chose quand même de très mauvais. Hein. Et à mon avis, Donald Trump, il a fait une erreur monumentale en engageant quelqu'un comme Mike Waltz. Mais bon, c'est du Donald Trump, hein, de toute manière. Bref, donc tout ça est très mauvais pour Zelensky. Zelensky, lui, est pris entre le marteau et l'enclume. Hein, parce que lui ne veut pas abaisser l'âge de 18 ans et il l'a fait savoir officiellement à Joe Biden. Il est resté très ferme là-dessus. D'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle Zelensky est resté ferme vis-à-vis des États-Unis. Mais va-t-il rester ferme longtemps quand la victoire russe sera imminente? Et cela commence à arriver très très bientôt. Sera-t-il aussi ferme avec l'administration Trump? Nous verrons bien. Alors là, je reprends un article de The Grey Zone, qui est le plus grand journal d'investigation dissident aux États-Unis. Je rappelle que The Grey Zone est passé à l'ONU il y a quelque temps, et je vous avais montré la vidéo de l'ONU qui montrait donc le fondateur et auteur de Grey Zone, qui s'appelle Max Blumenthal. Je vous avais montré la vidéo de son intervention à l'ONU. Donc The Grey Zone, c'est un poids lourd au niveau médiatique, l'équivalent de Wikileaks, si vous voulez. Bref, donc cet article est extrêmement important. Il date du 16 novembre 2024. Et que nous révèle-t-il? Eh bien, je vais vous le lire exceptionnellement dans son entièreté, chose que je fais jamais d'habitude, mais là, tout est tellement étonnant que je vais être obligé de le lire dans son entièreté. Donc, des fuites révèlent une cellule militaire britannique secrète qui complote pour maintenir l'Ukraine dans la guerre. Des documents divulgués montrent que des hauts responsables militaires britanniques ont conspiré pour mener à bien l'attentat contre le pont de Kerch, pour former secrètement des forces de maintien de l'ordre de type Gladio en Ukraine et pour préparer le public britannique à une baisse de son niveau de vie causée par la guerre par procuration contre la Russie. Alors c'est bien qu'ils disent cela parce que ça correspond parfaitement aux multiples vidéos que j'ai faites précédemment et qui parlaient de l'Angleterre, où je vous avais dit justement que l'Angleterre subissait de plein fouet la crise énergétique et donc subit de facto une baisse de son niveau de vie. Donc là, c'est confirmé par The Grey Zone. Des courriels et des documents internes examinés par The Grey Zone révèlent des détails sur une cabale de vétérans de l'armée et du renseignement britannique qui ont comploté pour intensifier et prolonger la guerre par procuration en Ukraine
à tout prix. Convoqué sous la direction du ministère britannique de la Défense immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la cellule s'est elle-même qualifiée de projet Alchimie. Alors que les dirigeants britanniques sabotaient les pourparlers de paix entre Kiev et Moscou, la cellule a proposé une série de plans pour maintenir l'Ukraine dans la lutte, en imposant des dilemmes stratégiques, des coûts et des frictions à la Russie. Vous voyez ? Les fuites obtenues par The Grey Zone révèlent une main cachée derrière la politique britannique en Ukraine, montrant avec des détails inhabituellement précis comment elle visait à organiser une guerre longue et épuisante à travers des opérations secrètes qui repoussaient les limites de la légalité. Les plans proposés par Projet Alchimie couvraient tous les domaines de la guerre imaginable, des cyberattaques aux opérations discrètes, entre guillemets, en passant par le terrorisme pur et simple. La cellule secrète a même proposé un plan visant à traquer et à démanteler les médias indépendants, dont The Grey Zone, par le biais d'une campagne agressive de harcèlement juridique et de censure en ligne afin qu'ils soient contraints de fermer. Alors, souvenons-nous de RT et de Sputnik, par exemple. Les plans incendiaires ont été transmis au plus haut niveau de l'État britannique et de la structure de sécurité nationale, où ils ont apparemment été bien accueillis. Fondé par un haut responsable du ministère britannique de la Défense, le projet Alchimie est composé d'anciens militaires et d'agents du renseignement, unis par le désir d'une guerre totale entre l'Occident et la Russie. Très intéressant comme choix des mots là, mais tellement vrai. Et c'est ce que moi je vous répète depuis 2 ans et demi. Certains ont formé les forces ukrainiennes aux tactiques de sabotage clandestin. Les membres de la cabale de la sécurité nationale ont tacitement reconnu que les opérations qu'ils proposaient dépassaient les limites de la loi britannique. Ils ont ainsi suggéré que Londres devait être prête à utiliser la loi de manière créative pour atteindre ses objectifs et même être disposée à supprimer les restrictions légales sur les opérations britanniques déniables contre la Russie. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Certaines des recommandations les plus extrêmes du projet Alchimie ont déjà été mises en œuvre, souvent avec des résultats désastreux. Parmi celles-ci, la proposition de la cellule de frapper le pont de Kertch en Crimée, qui a déclenché une escalade de la Russie et des attaques punitives contre les infrastructures électriques ukrainiennes. Alchimie a également envisagé la création d'une armée secrète de combattants partisans ukrainiens du style Gladio pour mener des missions d'assassinat, de sabotage et de terrorisme derrière les lignes ennemies. Bah oui, c'est ce qui est arrivé à la fille du philosophe Dalia Dugina. Dalia Dugina, journaliste, bah évidemment elle-même étant russe, elle était pro-russe, elle a été assassinée. Ou ce blogueur russe aussi qui a été assassiné. Donc évidemment, les attentats terroristes ne font pas peur aux Ukrainiens. Il semble que le Premier ministre britannique Keir Starmer soit tombé sous l'influence de la cabale du projet Alchimie peu après son élection en juillet, lorsqu'il a accepté avec enthousiasme le rôle de Premier ministre en temps de guerre, après avoir promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Starmer se retire cependant discrètement de la politique maximaliste. À Kiev, les Ukrainiens se demandent comment leurs amis de l'ombre les ont mis dans ce pétrin et pourquoi ils ne peuvent ou ne veulent pas les en sortir. Les espions britanniques qui se sont rassemblés autour du projet Alchimie ont estimé que plus la guerre par procuration se poursuivait, plus la crédibilité du président russe Vladimir Poutine s'effondrait dans son pays et à l'étranger, et à sa capacité à combattre l'OTAN qui se dégradait. Aujourd'hui, le pari du projet Alchimie s'est clairement retourné contre lui, car Poutine reste populaire en Russie, tandis qu'une armée ukrainienne en déclin perd chaque jour du terrain malgré le réarmement constant de l'Occident. Mais les planificateurs de guerre à Londres restent fermement déterminés à l'escalade, refusant de mettre de côté leurs propositions diaboliques. La Grande-Bretagne prend l'initiative unilatérale du changement de régime en Russie. Le projet Alchimie
a été fondée sur ordre personnel du lieutenant-général Charlie Stickland, qui est chargé de planifier, d'exécuter et d'intégrer les opérations militaires interarmées et multinationales menées par le Royaume-Uni à l'étranger, en tant que chef du quartier général interarmé permanent de la Grande-Bretagne. Stickland se vante dans des communications divulguées que sa famille descend d'une longue lignée de pirates et de boucaniers. Dans sa signature électronique, le général s'identifie comme un défenseur LGBTQ+, dans un texte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Stickland et son assistant, le major Ed Harris, n'ont pas répondu aux appels de Grayzone sur leur téléphone personnel, ni aux questions détaillées qui leur ont été soumises via WhatsApp. Vous voyez un petit peu où en sont venus les Britanniques quand même. Je vous rappelle que la première grande opération amphibie contre la centrale nucléaire de Zapalojye avait été supervisée et initiée par Boris Johnson lui-même. Je vous rappelle ça, la première attaque amphibie d'ampleur avec des agents du MI6 qui étaient impliqués. Et oui, en Ukraine, centrale nucléaire de Zapalojye, pour ceux qui me suivent, souvenez-vous-en, je vous en avais parlé à moult reprises. Eh bien là, c'est confirmé. C'est confirmé que voilà, c'est typique du gouvernement britannique qui veut aller jusqu'au bout. Cela dit, je suis d'accord avec le fait que Keir Starmer s'est calmé, puisque quand Macron a été le voir pour que leurs deux armées aillent intervenir en Ukraine, au début, Keir Starmer, il a dit d'accord, et à la dernière minute, il a dit non, j'enverrai pas d'armée britannique en Ukraine. Donc tout est confirmé par The Grayzone. Excellent article, absolument édifiant. Alors là, on va passer au troisième grand titre, selon le journal américain Responsible Statecraft, qui nous dit « La crise démographique de l'Ukraine menace sa viabilité future en tant qu'État libre. La guerre a fait des ravages, alors que les hommes se battent ou fuient et peu sont laissés pour travailler. » Et oui, tout ça, je vous en avais déjà parlé à maintes reprises. Pour ceux qui me suivent assidûment, souvenez-vous de l'article d'El País qui disait que selon l'Institut démographique de Kiev, il ne restait plus qu'en moyenne 27 millions d'habitants en Ukraine. Voilà, donc faut se souvenir de tout ça. Ça, c'était selon l'Institut démographique de Kiev, d'après El País. Donc là, cet article date du 14 novembre 2024 et il nous dit, dans le cas de l'Ukraine, les chiffres démographiques parlent d'eux-mêmes. Selon un rapport de l'Institut ukrainien pour l'avenir, la population totale a diminué à 29 millions de personnes en 2023. Ça, c'était en 2023. Évidemment, en 2024, il y a beaucoup moins, puisque l'article d'El País était de 2024, et en 2024, ils estimaient à 27 millions de personnes. Sachant que l'Ukraine, en 2001, c'était 48,5 millions de personnes. Et ici, sur ce tableau de countryeconomy.com, on apprend qu'en Ukraine, en 1991, la population était de 52 millions de personnes. En 1991, 52 millions de personnes. Alors, sachant qu'en 1991, il y avait 52 millions d'habitants en Ukraine, qu'en 2001, il y en avait 48,5 millions, et qu'en 2022, juste avant la guerre, il y avait 43 millions d'habitants en Ukraine, comment expliquer cette baisse constante de la population depuis 1991? Eh bien, vous étonnez pas, 1991, l'Ukraine ne fait plus partie de l'Union soviétique, est indépendante, et apparemment, si on en croit la courbe de natalité de l'Ukraine, qui était très bonne pendant l'ère de l'Union soviétique, jusqu'en 1991, eh bien, le capitalisme est arrivé, l'occidentalisation est arrivée en Ukraine, et les gens ont été moins heureux
tout simplement. Alors oui, ça fait peut-être un discours un petit peu pro-Union soviétique, mais je ne juge pas, je n'ai aucune opinion. Moi, je ne vois que les chiffres, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1991, 52 millions d'habitants, 2001, 48,5, 2022, 43 millions, et là maintenant, bon, bah, évidemment, suite à la guerre, on parle de 29 à 27 millions pour 2024. Bref, il faut vraiment que la guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible, parce que là, l'état démographique de l'Ukraine est une véritable catastrophe. Et comme le dit Responsible Statecraft, la viabilité de l'Ukraine même est menacée. Donc là, il faut vraiment que ça s'arrête le plus rapidement possible. Ici un article du New York Times qui nous dit l'Ukraine lance des attaques de drones massives en Russie selon les autorités. Ce barrage semble être l'une des plus importantes attaques récentes menées par l'Ukraine pour endommager la machine de guerre russe sur son territoire. Alors effectivement, il y a eu une attaque vraiment massive, peut-être la plus grande qu'ait lancée l'Ukraine sur le territoire russe. On parle de 140 drones qui ont été lancés, ainsi que 6 attaques MS et 6 Storm Shadow. Alors ne manquez pas la carte militaire en fin de vidéo pour tout savoir sur cette attaque majeure ukrainienne, mais aussi sur la contre-attaque majeure elle aussi russe en réponse à cela, bien sûr. Donc vous aurez tous les détails sur la carte militaire à ne pas manquer. Alors suite à l'attaque majeure ukrainienne le 14 janvier, eh bien, les Russes ont répliqué. Là on voit un article d'Associated Press qui nous dit une attaque de missiles russes force l'Ukraine à couper son réseau électrique. Donc ça c'est le lendemain au 15 janvier, donc c'est absolument terrible pour l'Ukraine. Donc là presque plus d'électricité, bon de manière intermittente hein, parce qu'ils coupent mais ils rallument. Mais ils ont de moins en moins d'électricité en Ukraine. N'oublions pas que le réseau électrique, l'infrastructure énergétique dans son ensemble est touché régulièrement par les Russes. Donc au bout d'un moment, bah, ils vont presque plus rien avoir, hein, les Ukrainiens. Et n'oublions pas que les Ukrainiens présentement n'ont plus de gaz suite à la coupure décidée par Zelensky et faite du côté russe. En fait, ça a été fait du côté russe, mais aussi du côté ukrainien. Donc les deux robinets ont été fermés, côté russe et côté ukrainien. Donc qu'est-ce que les Russes ont envoyé? Donc ils ont envoyé 43 missiles et 74 drones avant l'aube mercredi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Au total, 30 missiles et 47 drones ont été abattus et 27 drones n'ont pas atteint leur cible d'après l'armée ukrainienne. Donc les Russes ont quand même envoyé 43 missiles et 74 drones en réplique et principalement sur l'infrastructure énergétique ukrainienne. Ici un article du Figaro International du 14 décembre 2024 qui est très intéressant puisque là je vois qu'il se préoccupe des ressources de l'Ukraine, chose dont je vous parle depuis des mois sur les cartes militaires. Donc enfin le Figaro là international se réveille et en parle car il en mesure toute l'importance. La plus grande mine de charbon à l'arrêt et un gisement de lithium menacé face à l'avancée russe vers Paklovsk. Donc là, enfin, il parle de cela. Le plus grand producteur de charbon d'Ukraine, Metinvest, BV, a annoncé suspendre ses opérations à Pitchanier, près de Paklovsk, dans le Donbass. Les troupes russes ont aussi partiellement conquis le village de Chevenchko, qui possède d'importantes réserves de lithium. Et bien vous voyez, tout ça je vous en avais déjà parlé sur les cartes militaires, puisqu'en réalité je vous en parle chaque semaine, voilà, autour de Paklovsk. Donc là, c'est bien que le Figaro International en parle, même si bon, j'ai remarqué cet article que maintenant, mais bon, il date du 14 décembre, hein, c'est pas si lointain que cela. Bref, le fait que les ressources de charbon et de lithium passent aux mains des Russes
est un très très gros coup pour l'Ukraine, puisque ces mines de charbon sont de haute qualité et permettaient à l'Ukraine de faire de la sidérurgie, chose qui n'est plus possible maintenant. Et les mines de lithium, là c'est pas trop pour l'Ukraine en elle-même, là c'est pour de grands pays occidentaux, mais pas que, qui avaient des vues sur ces mines de lithium. Ben maintenant ça appartient aux Russes. Ici un article de Military Watch Magazine, donc le site militaire américain, qui nous parle des forces françaises qui organisent des exercices Perseus, simulant des combats en Ukraine sur le front biélorusse. Donc là, c'est 3000 personnes qui sont entraînées dans une zone ressemblant à un tronçon du fleuve Dniepr. Donc vous voyez que les forces françaises, c'est du sérieux, hein. Donc ils forment 3000 personnes pour cela, pour combattre en gros en Ukraine, hein. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Le président français Macron avait déclaré auparavant que son gouvernement ferait tout ce qui est nécessaire pour empêcher la Russie de gagner cette guerre, soulignant que le déploiement de forces terrestres n'était pas exclu. Il avait alors souligné que tout comme d'autres États européens avaient exclu de fournir des moyens tels que des missiles de croisière et des avions de chasse à l'Ukraine, pour ensuite modifier leur position, il pensait également qu'il était très possible qu'ils en viennent à reconsidérer le déploiement ouvert des forces terrestres dans le pays. Ces développements font suite à de graves revers ukrainiens et à des pertes territoriales continues, alors que les capacités de combat du pays diminuaient rapidement en 2023 et 2024. Le personnel en service actif et les sous-traitants français ont déjà joué un rôle important dans la guerre russo-ukrainienne, les sous-traitants ayant été spécifiquement ciblés par les frappes russes en janvier 2024. Une attaque de missiles contre le quartier général de combattants étrangers européens, majoritairement français en Ukraine, dans la soirée du 16 janvier, a fait au moins 80 victimes, dont 60 ou plus ont été tuées. La présence de forces spéciales françaises et d'autres personnels de soutien ont été essentiels pour permettre à l'Ukraine de lancer des missiles de croisière Scalp fournis par la France lors de frappes contre des cibles russes. Et oui, comme l'avait déjà révélé Olaf Scholz dans une allocution quand il était très en colère du fait qu'il ne voulait pas envoyer de missiles taurus en Ukraine, eh bien tous les faucons occidentaux lui étaient tombés dessus. Là, il avait répliqué: moi, je veux pas m'impliquer comme les Britanniques avec les Storm Shadows et les Français avec les obusiers César. Mais bon, il aurait pu ajouter aussi avec les missiles de croisière Scalp. Voilà, donc on sait très bien qu'il y a des forces britanniques et françaises à minima, ainsi que les forces américaines, bien sûr, en Ukraine. C'est évident. Armement maintenant, on a DPA International qui nous dit le premier obusier flambant neuf de fabrication allemande livré en Ukraine. Le ministre allemand Pistorius a remis lundi à l'Ukraine le premier d'une douzaine de nouveaux obusiers automoteurs RCH 155 de fabrication allemande destinés à renforcer l'artillerie du pays. Donc là, on voit l'Allemagne qui donne ce qu'il y a de mieux à l'Ukraine. C'est véritablement honteux, étant donné l'état très mauvais militaire en Allemagne, hein. Les forces allemandes militaires sont très faibles. Eh bien, elles vont être encore plus faibles, puisque là, ils donnent des milliards à l'Ukraine et ils donnent leur meilleur obusier, mais entre autres choses, bien évidemment. De plus, cet obusier flambant neuf dernière génération, qui est certainement excellent, eh bien, ne changera strictement rien sur le front en Ukraine, ne changera strictement rien sur le cours de la guerre, à part que l'Allemagne va perdre de beaux obusiers dont elle a investi des centaines de millions d'euros dedans. Et les Russes se frottent déjà les mains, car cela va faire comme les lanceurs HIMARS, ça va faire comme les missiles de croisière Storm Shadow Scalp, et ça va faire comme les Abrams et les Léopard 2.
les obusiers américains M777. Bref, tout ce matériel qui sont déjà entre les mains des Russes qui ont pu les étudier à loisir et donc trouver des contre-mesures, eh bien, si jamais ils envoient cet obusier sur le front, ben, soit il sera détruit, soit il sera capturé, mais de toute manière, un jour ou l'autre, il y en a un qui sera détruit, immobilisé, etc. Et il y a des chances que les Russes s'en emparent et donc vont l'étudier et vont trouver les faiblesses, etc., comme ils le font à chaque fois. Bref, les Allemands devront prier très fort pour que ces obusiers ne tombent pas entre les mains des Russes. Par contre, l'Allemagne se restreint toujours à ne pas livrer de missiles de croisière Taurus. Toujours l'Allemagne qui travaille à son détriment. On a l'Allemagne donc qui va envoyer 60 missiles guidés Iris-T à l'Ukraine. L'Allemagne s'apprête à livrer 60 missiles guidés Iris-T supplémentaires à l'Ukraine pour renforcer ses capacités aériennes contre les attaques russes, a appris mercredi l'agence de presse DPA. La livraison est pour un montant de 60 millions d'euros. Bref, nous avons un ministre de la Défense allemand, Pistorius, apparemment très content d'épuiser les stocks allemands et très content d'armer toujours plus l'Ukraine. Le jusqu'au boutisme dont je vous ai déjà tant parlé de l'Union européenne, mais même aussi des États-Unis, pourrait-on dire. Pour quel but? On ne le sait pas. On sait très bien tous que cela ne sert strictement à rien, à part appauvrir toujours plus l'Europe, à part rendre l'Europe toujours plus impuissante. Ah bah oui, puisqu'on n'arrive pas à refaire nos stocks militaires, mais c'est comme ça. À bout d'un moment, il ne faut plus chercher la logique. Toujours l'Allemagne qui veut montrer qu'elle connaît bien le jusqu'au boutisme, hein. Le ministre allemand de la Défense estime que les dépenses militaires doivent continuer à augmenter. Voilà, le ministre de la Défense a exhorté le pays à continuer d'augmenter les dépenses militaires bien au-delà de l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB dans son discours lundi. Donc vous voyez, fuite en avant totale, l'Allemagne à fond, tout du moins concernant l'économie, contrairement à la France et l'Angleterre, qui, elles, ont des velléités de carrément envoyer des troupes sur place. Bon, un peu moins l'Angleterre maintenant, mais l'Allemagne, elle, côté financier, côté armement, elle est très très motivée pour aider l'Ukraine. Alors ici, un article du Washington Post du 16 janvier qui nous dit que Keir Starmer, Premier ministre anglais, visite l'Ukraine pour apporter tout son soutien au beau milieu de raids aériens russes. Donc là, vous voyez Keir Starmer qui se déplace carrément à Kiev. Alors là, c'est pour signer un accord de sécurité et de commerce d'une durée de 100 ans. Donc il implique totalement l'Angleterre avec l'Ukraine, évidemment avec l'argent des contribuables anglais, et bien évidemment aussi, il ne demande pas de référendum, évidemment, il ne demande donc pas l'avis du peuple anglais, il prend les impôts des Anglais, il les donne à l'Ukraine, et en même temps, il épuise les stocks d'armement anglais, alors que l'armée anglaise est déjà dans un état complètement catastrophique. Donc en gros, la politique allemande et la politique anglaise, bah, c'est du pareil au même. On ignore en plus complètement la détresse des peuples de ces deux nations qui sont en vraie détresse. Et on ignore la crise énergétique, les déficits, bref, on ignore tout, mais c'est l'Ukraine d'abord, hein. Pas leur pays d'abord, l'Ukraine d'abord. Ça vous rappelle pas les États-Unis avec Israël? Et ben là c'est la même chose, sauf que pour l'Europe, là c'est l'Ukraine. Là, un article édifiant de Politico qui nous dit le patron de l'OTAN, donc c'est Mark Rutte, c'est lui, demande au Parlement européen de repenser l'aide sociale pour financer les dépenses militaires. Si les dépenses n'augmentent pas, militaires, les députés européens devraient sortir leur cours de russe ou aller en Nouvelle-Zélande. Alors, vous voyez, la semaine dernière, il disait
à des partenaires européens. Il disait, ah, il va falloir que vous appreniez le russe, que vous sortiez vos manuels russes, parce que les Russes vont être partout. Et il disait, vous allez voir des drapeaux russes partout. Là maintenant, c'est vous allez devoir sortir les cours de russe ou aller en Nouvelle-Zélande. Vous voyez un petit peu les menaces terribles de Mark Rutte, hein. Menaces terribles. Alors là, ce qu'il dit, c'est l'Union européenne doit repenser ses priorités de dépenses pour augmenter les budgets de défense. En moyenne, les pays européens dépensent facilement jusqu'à un quart de leur revenu national en retraite, en santé et en système de sécurité sociale. Et nous n'avons besoin que d'une petite fraction de cet argent pour renforcer considérablement la défense, a déclaré Mark Rutte aux députés. Donc ce qu'il suggère, c'est augmenter les dépenses de la défense au détriment des retraites, de la santé et de systèmes de sécurité sociale. Bah oui, c'est beaucoup plus important de s'armer contre la Russie plutôt que d'aider les peuples européens à mieux vivre dans la période de crise que nous vivons. Vous voyez à quel point ce Mark Rutte en est devenu carrément odieux envers les peuples européens. C'est encore une fois un énième scandale, c'est absolument outrageant. Évidemment, vous notez qu'aucun média ne relève l'outrage absolu fait face au peuple européen. C'est une honte absolue. Toujours Politico qui nous dit l'Union européenne consomme du gaz russe à une vitesse record malgré la coupure. La pression pour imposer des sanctions, une guerre qui fait rage et l'arrivée imminente de Trump à la présidence n'ont toujours pas étanché la soif du bloc, donc de l'Union européenne, pour le gaz russe. Et oui, l'Europe consomme énormément de gaz russe, surtout en GNL. L'Europe achète du gaz russe à un rythme sans précédent en 2025, dépensant des milliards de dollars que le Kremlin peut utiliser pour financer sa guerre en Ukraine. Quelques semaines seulement après la fin d'un accord de transit majeur qui a suscité l'espoir que le continent pourrait rompre sa dépendance envers Moscou. Bon, bref, donc là on s'aperçoit que l'Europe ne peut pas tourner sans le gaz russe. Oh là là, quel scoop. Mais voilà, on préfère quand même utiliser au maximum le gaz russe le temps qu'on peut. Mais bon, vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Là, on utilise un maximum le gaz russe, mais bientôt, on s'en passera au grand détriment de tous les peuples européens. Mais le peuple européen serrera la ceinture, serrera les dents, il se débrouillera. Ce qui compte, c'est de se débarrasser du gaz russe. On est dans l'idéologie la plus grotesque, la plus absurde, qui va au contraire du sens commun. Qui va au détriment du bien-être des peuples européens. Mais bon, c'est l'idéologie de l'Union européenne et cette idéologie vire à la religion et tous ceux qui s'écartent de cette religion sont des hérétiques qu'il faut absolument arrêter. Toujours Politico, et ce sera le dernier article, on a la Pologne et les faucons de l'Union européenne réclament une interdiction du GNL russe, carrément, pourquoi pas. 10 pays font pression pour que de nouvelles restrictions plus strictes soient mises en place, mais la Hongrie et la Slovaquie devraient s'y opposer. Donc vous voyez, bon, les pays fous, là, comme la Pologne et les faucons de l'UE, donc là, ça n'a pas été nommé, mais les faucons de l'UE, c'est la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, etc. Bon, eux, c'est vraiment les faucons. Avec la Pologne, évidemment, ils réclament une interdiction du GNL russe parce que ce sont eux qui l'utilisent le moins, bien évidemment. Pour eux, c'est pas complètement nécessaire. Ils ont trouvé des moyens de contournement avec le GNL américain et le GNL qatari, entre autres. Eux sont bien pourvus, il y a ce qu'il faut. C'est pour ça qu'ils disent cela. Alors quand je dis il y a ce qu'il faut, sont bien pourvus, j'exagère. Évidemment, ça se fait au détriment de leur propre pays, puisque bien sûr, ils payent le gaz beaucoup plus cher par rapport à quand c'était la Russie qui les fournissait. Ils payent beaucoup plus cher. Mais bon, ces pays-là n'en ont cure,
puisque c'est l'Union européenne qui paye pour eux, hein, en gros. Hein. Bon, le pays paye plus cher, mais les aides de l'Union européenne, justement pour pallier ce manque de gaz russe pas cher, eh bien c'est l'Union européenne qui aide ces pays-là. Donc ça compense, c'est pour ça qu'eux, ils préconisent l'arrêt total. Pourquoi pas? La haine de la Russie va jusque-là. Mais bon, bref, passons à la carte militaire. Alors voici la carte militaire du 18 janvier 2025 et on va commencer par les attaques ukrainiennes majeures qui ont eu lieu le 14 janvier. Donc on va commencer par le sud avec une attaque très importante de drones sur Gaïkadzor. Alors Gaïkadzor, c'est dans l'oblast de Krasnodar et vous voyez c'est ici Gaïkadzor. Et pourquoi les Ukrainiens ont frappé Gaïkadzor? Eh bien tout simplement parce que c'est là que démarre le Turkish Stream qui fait ça à peu près, voilà, il va dans la mer Noire. Et donc Turkish Stream qui alimente en gaz l'Europe. Donc c'est une attaque assez vicieuse faite par des drones, bon, qui a complètement échoué puisque tous les drones ont été arrêtés et donc il n'y a eu aucun dégât, tout du moins à ma connaissance. Et donc en rapport à cette attaque, les Russes ont répliqué avec une attaque du même genre sur des dépôts gaziers sur Stril, ici, dans l'oblast de Lvov. Et donc on ne sait pas quels ont été les résultats de ces attaques par les Russes. Mais apparemment, bon, il y aurait eu quelques dégâts. Mais ça demande à être confirmé. J'attends des informations pour en savoir plus. Mais en tous les cas, il est clair que c'est un dépôt gazier ou un hub gazier, voire les deux, qui ont été touchés dans Stril. Et je vous rappelle que c'est comme par hasard dans cette région qu'il y a les réseaux, les nœuds gaziers qui alimentent en Europe via l'Ukraine. Hein, le gros gazoduc qui passe par l'Ukraine, il va jusqu'ici, hein, dans la région de Lviv, pour ensuite alimenter l'Europe. Alors évidemment, là, il n'y a plus de gaz. Donc là, je suppose que c'est des dépôts gaziers qui ont été attaqués plutôt que le nœud gazier qui alimente l'Europe. En tout cas, bon, c'est un petit peu mystérieux, j'ai pas toutes les informations. Bref, mais en tous les cas, ça a bien été attaqué par les Russes suite à l'attaque du Turkish Stream fait par les Ukrainiens. Autre attaque ukrainienne, alors on a sur Kazan, on a eu des attaques de drones mais qu'on fait quasiment aucun dégât. Là où il y a eu plus de dégâts, c'est sur Saratov, il y a eu une raffinerie pétrolière qui aurait été touchée pour la deuxième fois. Je rappelle que Saratov a été touché la semaine dernière. Et Engels aussi a encore été touché, sauf que là les dégâts ont été bien moindres par rapport à la semaine dernière. Donc relativement peu de dégâts, mais il y a eu un incendie sur Saratov, d'une usine apparemment, mais qui a été vite étouffé. Donc vraiment on a l'impression que c'est un scénario bis, répétita, ça fait comme la semaine dernière. Là, on a Vorojnev qui a été touché par des drones ukrainiens. On a Toula, là, dans la région de Toula, qui a été touché par des drones ukrainiens. On a la région d'Oriol qui a été touchée par des drones ukrainiens. Et on a Bryansk qui a été touché par 6 attaques MS, 6 Storm Shadow et 31 drones. Les 6 attaques MS et les 6 Storm Shadow ont tous été détruits et ça a été confirmé par le ministère de la Défense russe, mais aussi consensus général parmi les blogueurs russes. Donc on peut affirmer qu'ils ont bien tous été détruits. Par contre, quelques drones ont pu pénétrer parmi les 31 et ont fait des dégâts mineurs. Voilà. En dernière attaque russe importante suite à l'attaque ukrainienne,
On a le nord de la ville de Soumy, le nord-est de la ville de Soumy qui a été bombardé parce qu'il y avait une grosse concentration de troupes, certainement pour faire une attaque relativement massive sur Kursk. Donc beaucoup de troupes ukrainiennes sont mortes suite à un regroupement qui s'est vu par un drone de reconnaissance et les Russes en ont profité et ont bombardé tous ces soldats. Il y a eu énormément de morts suite à cette erreur stratégique importante de l'Ukraine. Il ne faut jamais faire de grosses concentrations de soldats, puisque dans ces cas-là, et de véhicules blindés, parce que c'est très vite repéré et donc très vite bombardé, parce que ça se passe en on va dire quelques minutes, les frappes russes, quand ils voient quelque chose, voire même moins, ça peut être une minute, quelque chose comme ça, d'après les soldats ukrainiens. Donc erreur stratégique majeure là de la part des Ukrainiens, ça leur a coûté très cher avec cette frappe russe. Alors maintenant sur le front en lui-même, là dans la zone de Kherson, rien ne s'est passé, les Russes font toujours du nettoyage des petits îlots, rien de bien spécial. Là dans la zone d'Orirov, c'est-à-dire dans l'oblast de Zaporožie, rien du tout. Par contre, évidemment, comme d'habitude, dans la zone de Donetsk, c'est là où c'est le plus intensif, bien sûr. Là, les Russes ont fait des avancées relativement importantes sur Grand Novosilka. Vous voyez que là, le chaudron va bientôt se fermer à cause d'une prise en tenaille. Vous voyez qu'il y a eu une avancée importante par rapport à la semaine dernière. Je vous rappelle que les lignes en pointillés, c'est les lignes de la semaine dernière. Les épingles rouges, c'est la direction des avancées russes. Donc vous pouvez voir par rapport à la semaine dernière une avancée assez importante. Et on peut voir que les Russes vont avancer vers la mine de Shevchenko, la fameuse mine de lithium que je vous avais entourée depuis 2 semaines pour vous donner un repère et pour aussi souligner l'importance des ressources de l'Ukraine qui tombent entre les mains des Russes, parce qu'il est inutile de vous dire que Shevchenko est quand même bombardé de loin, donc il n'y a plus aucune activité concernant la mine de lithium, bien évidemment. Alors là, j'avais entouré Ougledar d'un cercle jaune, ou Vuhledar en occidental si vous voulez, afin de vous donner un point de repère, parce qu'on en a parlé pendant tellement longtemps d'Ougledar, c'était tellement symbolique, tellement important. Je vous rappelle que c'était la dernière forteresse importante du front, bon, maintenant qui est tombée depuis longtemps. Dans la zone de Kurakowie ou Kurakovo comme on voudra, il y a eu une avancée russe importante, comme d'habitude. Donc là, ligne de la semaine dernière. Donc Yantarnier a été prise. Dachnier, il n'y en a plus pour longtemps. Andrievka, la fameuse ville d'Andrievka qui est très importante logistiquement, qui était aussi importante que Kurakowie logistiquement. Alors évidemment, ces villes-là, Andrievka, Kurakowie, c'est des villes beaucoup moins importantes que Pakrovsk, bien évidemment, mais quand même, voilà, ça, c'était des cibles pour les Russes importantes concernant la logistique. Vous voyez les routes principales, vous voyez les routes principales, donc ces routes principales d'approvisionnement sont visées par les Russes. Vous voyez que les Russes, là, ils avancent dans cette direction, et là, ils avancent dans cette direction. Là, le nœud de route principale va être prise par les Russes, sachant que le but des Russes, c'est de prendre Kostiatynopil. Là, j'ai enlevé la fameuse flèche qui était là depuis des mois concernant le but stratégique des Russes, donc de prendre Kostiatynopil. Ça, c'est le but final quand la tenaille se refermera et que le chaudron sera terminé. Je suppose qu'il y aura une demande de retraite des soldats ukrainiens, mais à ma connaissance, Zelensky refuse toujours de donner des ordres de retraite. Il n'y a eu aucun ordre de retraite dans cette zone. Ça fait exactement comme Kurakowie,
Et qu'est-ce qui s'était passé? Les 700 derniers soldats de Koulakovier qui avaient demandé à plusieurs reprises un ordre de retraite qui n'est pas venu, se sont enfuis. Tout simplement, c'est comme ça que les Russes ont pu avancer rapidement. Donc là, vous voyez sur cette zone-là, grande avancée tout en longueur des Russes, donc ça avance très très bien. Alors là, vous pouvez noter que j'ai entouré de jaune 3 villes importantes parce que c'est des mines de charbon. C'était des mines de charbon, pourrait-on dire, dans le sens qu'elles ne sont plus évidemment en activité à cause de la guerre. Donc les mines de charbon de Selidovo, Pitchanier et Oudachnier, bientôt Oudachnier va être prise par les Russes. Pitchanier, ça a été pris par les Russes récemment. Donc voilà, c'était les 3 mines de charbon de haute qualité de la région de Pakrovsk. Et ces 3 mines-là vont être prises. Il ne manque plus que Oudachnier. Oudachnier, évidemment, ça fait longtemps qu'elle n'est plus en activité. Et donc les prises de ces 3 mines de charbon autour de Pakrovsk va faire un énorme coup dur, et déjà un énorme coup dur à l'Ukraine qui ne peut plus faire de sidérurgie. Et donc entre le lithium et les mines de charbon, les Russes vont en profiter de manière colossale. Évidemment, ça va augmenter leurs ressources concernant le charbon et éventuellement le lithium. Mais c'est le charbon qui est le plus important. Je rappelle que c'est un charbon spécial, c'est un charbon de haute qualité. Seul ce charbon-là peut être utilisé en sidérurgie. Donc Pakrovsk, je l'avais entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important du front. Et là, vous voyez les lignes de la semaine dernière et les épingles rouges qui vous indiquent la direction des avancées russes. Donc vous voyez que sur Pakrovsk, ça avance toujours extrêmement bien pour les Russes. Là, plutôt côté est de Pakrovsk, il y a eu une avancée russe qui est petite, pourrait-on dire, mais tout en longueur. Et vous notez que les Russes avaient avancé ici la semaine dernière afin de couper la grande route d'approvisionnement qui alimente Pakrovsk. Vous voyez qu'ils l'ont fait à l'est et ils l'ont fait à l'ouest. Donc Pakrovsk est coupé de 2 lignes d'approvisionnement via les grandes routes. Là, Pakrovsk est alimenté que par ces 2 routes-là maintenant, au lieu des 4 précédemment. Toretsk, Toretsk a eu des avancées russes. Vous voyez les lignes de la semaine dernière. Toretsk prise à 99%. Je ne l'ai pas annoncé comme tombée parce que quand je annonce une ville tombée, c'est quand les Russes l'ont prise à 100%. Ce n'est pas le cas. Et le dernier endroit où il reste encore des Ukrainiens, c'est ce terril minier qui est un petit terril minier, hein. Vraiment il est tout petit. Là il y avait ce terril minier qui a été pris. Maintenant il ne reste plus que ce terril où se sont planqués les soldats ukrainiens. Il ne reste plus que ça concernant les soldats ukrainiens sur Toretsk. Donc là je peux vous garantir que la semaine prochaine je vous annoncerai que Toretsk sera prise. Ça va être un énorme coup dur parce que Toretsk, vous notez que Toretsk est entouré d'une ligne verte pour vous montrer les zones les plus importantes hors Pakrovsk. Pakrovsk est entouré d'un carré rouge parce que c'est spécial, c'est l'endroit le plus important. C'est le nœud logistique immense et extrêmement important de l'Ukraine. Quand Pakrovsk tombera, tout le front de l'Est tombera, je suppose. En tout cas, une énorme partie du front de l'Est tombera soudainement. Et Toretsk était aussi un nœud logistique important, mais beaucoup moins important que Pakrovsk. Donc quand Toretsk tombera, ça sera terrible. Mais pas que pour Toretsk, il y a une autre chose, c'est que c'était aussi un petit verrou stratégique qui permettra aux Russes, une fois Toretsk tombé, d'aller sur Kostiatinivka, qui est une cible importante pour les Russes. Et comme vous pouvez voir les routes,
bah, c'est le futur nœud secondaire logistique qui tombera. Mais évidemment, faut quand même remettre les choses à leur place. Tout, quand je vous annonce là, Kostiatinovka important, Kostiatinopile important pour la logistique, ça reste très secondaire, très secondaire par rapport aux villes qui étaient sur le front, qui étaient des nœuds logistiques beaucoup plus importants. Donc là, c'est du menu frottin. Hein, je tiens à le rappeler, hein, ce qui compte, c'est ce qui est entouré de verre. Donc quand Olets tombera, ce sera absolument terrible. Peut-être plus terrible encore, la tombée de Tchassiviar. Donc là, les Russes n'ont fait aucune avancée sur Tchassiviar. Tchassiviar, c'est le deuxième endroit le plus important du front. C'est le plus grand verrou stratégique. Donc Tchassiviar, quand Tchassiviar tombera, les Russes pourront bien sûr prendre Konstantinivka, d'où la flèche d'avancée stratégique russe, du but stratégique russe. Mais ça, c'est mineur. Le Tchassiviar, une fois que ça tombera, c'est surtout Kramatorsk et Slaviansk. Deux très grosses villes ukrainiennes, très importantes. But stratégique des Russes depuis 2 ans et demi. C'est pour ça que ça fait plus de 2 ans que ces villes sont entourées d'un grand triangle rouge. Ça fait plus de 2 ans. Et oui, le temps passe vite. Hein, que j'ai entouré ces villes. Alors pourquoi je les avais entourées? Bah pour moi, il y a plus de 2 ans, je vous avais dit sur chaque point sur l'Ukraine, quand Kramatorsk et Slaviansk tomberont, pour moi, c'en sera fini de l'Ukraine. Voilà, ce sera le signe final, parce que voilà, c'est deux grosses villes extrêmement importantes pour l'Ukraine, pour plein de raisons, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est deux grosses villes importantes au niveau industriel, etc. Pour plein de raisons, exactement comme Zaporojye. Hein. Zaporojye, extrêmement important, puisque c'est la zone la plus industrialisée de l'Ukraine, on peut dire. Donc, et Kramatorsk, Slaviansk, c'est juste après. Donc, pour moi, ça a pris, pour moi, c'est fini pour l'Ukraine. Ça ne reste que mon avis. Là, il y a une grosse avancée russe. Donc là, vous voyez que Orirovo Vassilka, c'est tombé. Hein, voilà, ça y est. Donc vous voyez, grosse avancée. Et comme vous pouvez voir, l'avancée se dirige vers où? Vers Kramatorsk. Voilà. Donc, mais c'est Tchassiviar, hein, évidemment. Je vous rappelle que pendant 2 ans, Tchassiviar, il y a eu énormément de troupes qui sont allés renforcer ce gros verrou, mais quand Koulsk est apparu, des troupes de Zaporojye, de Tchassiviar et de Kupiansk avaient été prises pour alimenter Koulsk parce que les meilleures unités étaient là, et en particulier les meilleures unités de Tchassiviar. Voilà, et c'est pour ça que Tchassiviar va tomber bientôt. Sur Krasny Liman, c'est-à-dire ici, rien ne s'est passé d'important. Là, sur Kupiansk non plus, rien ne s'est passé de vraiment important. Les Russes se renforcent évidemment, mais rien d'important. Pareil sur Volchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé. Là, étonnamment, les Russes n'ont fait aucune avancée sur Kursk. Et pourquoi ils n'ont fait aucune avancée sur Kursk? Vous vous souvenez, je vous avais dit que les Russes avaient frappé un grand contingent de soldats au nord-est de Soumy qui allait renforcer Kursk, tout simplement parce que là, Zelensky jette toutes ses forces restantes là, de toute la zone nord sur Kursk. Il jette tout sur Kursk. Kursk est la priorité absolue pour Zelensky. Et c'est pour ça que, comme on envoie les meilleures troupes sur Kursk et en grand nombre, eh bien le front, évidemment, ne peut pas tenir. Évidemment, c'est pour ça que les Russes avancent. Et les Russes, pareillement, comme je vous le dis chaque semaine, ils ont décidé de mettre le reste du front, à part Donetsk, en défense agressive. Et par contre, tout ce qui est Donetsk, qui est extrêmement importante pour les Russes, Donetsk est un oblast très important pour les Russes, le plus important pour les Russes. C'est pour ça que, par contre, sur Donetsk, ils sont en mode
offensif et non pas en mode défense agressive. Donc des troupes ont été récupérées tout le long du front, un peu partout, pour renforcer cette zone afin qu'il y ait une avancée constante pour pouvoir prendre tout l'oblast de Donetsk, qui est l'oblast le plus important pour les Russes en ce moment. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 18 janvier 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.